Bonjour à toutes et à tous, recevez nos meilleurs vœux en ce début 2022. Voici le 4e numéro de 5 minutes d'arrêt, le rendez-vous qui vous présente en vidéo la jurisprudence intéressant les instances représentatives du personnel. Avec nous aujourd'hui, Juliette Renard, juriste à Smart Action RH, édition législative Lefebvre Dalloz. C'est parti! Trois arrêts ont retenu notre attention ces dernières semaines. Le premier arrêt que nous avons choisi a été rendu par la Cour de cassation le 15 décembre dernier. Il nous donne un exemple de pression réalisée par un employeur auprès d'un syndicat et des conséquences que cela entraîne. Dans cette affaire, un mouvement de grève touche une entreprise de transport. L'employeur, mécontent, adresse une lettre à l'un des syndicats dans laquelle il tient des propos virulents à l'égard des représentants du personnel. Par leur arrogance, leur irrespect quelquefois, ils font fi de leurs obligations professionnelles, accuse l'employeur. Ils s'abritent derrière le syndicat pour ne pas travailler le samedi ou ne pas partir en livraison, ajoute-t-il. Il sous-entend également que si les congés annuels de certains instigateurs de la grève débutent au même moment que la grève, ce n'est pas un hasard. L'un des représentants du personnel voit dans cette lettre une pression à l'encontre de son syndicat. Cela est interdit par la loi. Il demande à ce titre et obtient des dommages-intérêts d'un montant de 500 €. Mais ce n'est pas assez pour le salarié. Il porte donc l'affaire devant la Cour de cassation. La Cour de cassation lui donne raison, du moins en partie. Pour les juges, les propos tenus par l'employeur constituent bien un rapport de force relevant de pression. Par contre, la dénonciation d'une concomitance entre les congés annuels et la grève ne constitue ni un moyen de pression, ni un dénigrement. Parce qu'il limite l'indemnisation à 500 €, l'arrêt de la Cour d'appel est donc censuré. Le deuxième arrêt dont je vais vous parler aujourd'hui est une décision du Conseil constitutionnel rendue le 19 novembre. Cette décision porte sur le droit de vote aux élections professionnelles. Pour rappel, tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité, dite QPC, pour faire évoluer une législation qu'il estimerait non conforme à la Constitution. La disposition visée ici est l'article L. 2314-18 du Code du travail. Selon ce texte, peuvent être électeurs aux élections du CSE les salariés des deux sexes âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. La Cour de cassation, depuis bien longtemps, interprète ces dispositions comme excluant de l'électorat les salariés qui disposent d'une délégation ou d'un pouvoir de représentation de l'employeur. Selon elle, ces salariés étant assimilés à l'employeur, ils n'ont pas à participer au vote organisé pour élire les représentants des salariés au CSE. C'est sur ce point particulier que porte cette QPC. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit? Eh bien non, répond le Conseil constitutionnel. Le fait de priver les salariés de toute possibilité d'être électeurs à l'élection du CSE, au seul motif qu'ils disposent d'une délégation ou d'un pouvoir de représentation, est contraire à la Constitution. L'article L. 2314-18 du Code du travail est donc censuré et devra être réécrit. Mais l'abrogation immédiate de cet article impliquerait des conséquences manifestement excessives. Cela aurait quand même pour effet de supprimer toute condition pour être électeur au CSE. Le Conseil constitutionnel reporte donc cette abrogation au 31 octobre 2022. Beaucoup de renouvellements de CSE sont prévus à cette période. Alors comment cela va-t-il se dérouler? Eh bien, après le 31 octobre 2022, les salariés assimilés à l'employeur pourront, en principe, voter aux élections du CSE, et en attendant, les dispositions actuelles et l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation continuent de s'appliquer. Troisième et dernier arrêt sélectionné, un arrêt du Conseil d'État cette fois, en date du 8 décembre, relatif au poids d'un constat d'huissier dans le cadre du licenciement d'un salarié protégé. Un salarié protégé est licencié pour faute. L'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement, mais le ministre du Travail, saisi à la suite d'un recours hiérarchique, lui, l'autorise.
Le salarié conteste cette décision devant les juges administratifs. L'employeur reprochait au salarié d'avoir participé à des incidents survenus lors du dépouillement d'un scrutin professionnel. Le salarié aurait notamment poussé le directeur des relations sociales en lui arrachant des mains l'un des sacs postaux contenant une partie des votes et vidé le sac au sol. Il aurait ouvert ses enveloppes, lu leur contenu et en aurait même détruit certaines. Un huissier étant sur place, ces faits ont fait l'objet d'un constat qui est produit à l'instance par l'employeur. Des attestations, fournies par le salarié protégé, affirment le contraire. La Cour administrative d'appel donne raison au salarié et annule le licenciement. Au regard des éléments de preuve qui lui sont apportés des deux côtés, le constat d'huissier d'une part et les attestations de salariés d'autre part, elle estime qu'un doute subsiste. Or, selon le Code du travail, dans le cadre d'un contentieux relatif au licenciement, le doute profite au salarié. Mais le Conseil d'État n'est pas d'accord avec cette interprétation. Selon les dispositions qui régissent l'Office des huissiers de justice, les constatations que ces derniers effectuent font foi jusqu'à preuve du contraire. Sauf en matière pénale, mais ce n'est pas le cas ici. Or, selon lui, les attestations fournies par le salarié n'apportaient pas cette preuve contraire. Merci beaucoup Juliette pour cet aperçu de la jurisprudence récente des IRP et à très bientôt pour un nouveau 5 minutes d'arrêt.